Ma belle-mère a versé quelque chose d'étrange dans mon verre quand elle pensait que je ne regardais pas. Un cocktail spécial pour mon gendre préféré, dit-elle avec un sourire. Je l'ai remerciée et j'ai discrètement échangé les verres avec son mari qui avait toujours critiqué ma carrière. 45 minutes plus tard. Chers auditeurs, bienvenue dans une autre histoire passionnante de notre chaîne. Si vous aimez les drames familiaux intenses, les intrigues et les rebondissements surprenants, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like. Maintenant, préparez-vous à plonger dans l'intrigue captivante de Le secret de la famille Lefebvre. Bonne écoute, je m'appelle Raphaël Camus, 32 ans, photographe indépendant avec un studio dans le Marais, à Paris. J'ai monté mon entreprise, à partir de rien, mariage, nature, séances pour des magazines, le genre de travail qui paie les factures si vous êtes bon. Et je le suis. Mais pour mes beaux-parents, surtout Martine, ce que je fais n'a jamais été suffisant. Comment va ce hobby de photographe ? Demandait Henri lors des dîners de famille, sans même essayer de cacher son dédain. Il était directeur d'une banque d'investissement. Le genre d'homme qui mesurait le succès en mètres carrés et en stock options. Chaque dimanche, dans leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, c'était la même chose. Martine chouchoutant sa fille, pendant qu'Henri m'interrogeait sur mes finances. Ma femme, Louise, me serrait la main sous la table, une excuse silencieuse pour ses parents. J'avais passé toute la semaine à photographier un reportage en Guyane, traversant des criques pour capturer des images pour National Geographic France. J'étais épuisé, mais Louise a insisté pour que nous ne manquions pas le dîner d'anniversaire de sa mère. Juste quelques heures, a-t-elle promis. J'aurais dû écouter ce nœud dans mon estomac quand Martine m'a coincé dans la cuisine, la façon dont ses yeux bougeaient nerveusement avant de me tendre cette boisson, le léger tremblement de ses doigts quand elle a dit « Je l'ai fait spécialement pour toi ». Quelque chose n'allait pas. Je ne savais tout simplement pas à quel point tout allait mal tourner. Louise et moi nous sommes rencontrés il y a 6 ans, lors d'une exposition où mon travail était présenté. Elle terminait son master en sciences de l'environnement et je commençais à me faire un nom. Nous avons immédiatement connecté. Elle comprenait mon besoin de capturer le monde à travers un objectif et j'admirais sa passion pour la protection de la nature. Ses parents étaient une autre histoire. Dès notre première rencontre, Henri a clairement fait savoir qu'il attendait quelqu'un de différent pour sa fille. Quelqu'un avec un poste de cadre, un plan de retraite, une voiture de fonction. Quelqu'un exactement comme lui. Martine était plus subtile. Elle complimentait mes photos tout en demandant quand je comptais m'installer dans quelque chose de stable. Elle m'invitait aux réunions de famille, puis me présentait comme le photographe au lieu de son gendre. Pendant des années, j'ai essayé de les conquérir. J'apportais des vins chers au dîner, je montrais des travaux publiés, je mentionnais des clients prestigieux. Rien ne changeait leur perception que j'étais juste une phase passagère dans la vie de leur fille, quelque chose qu'elle finirait par surmonter. À Noël dernier, j'ai entendu Martine au téléphone. Louise aurait pu épouser Charles, tu sais, un médecin réputé d'une grande famille, mais elle a choisi le créatif. La pause avant créatif faisait sonner le mot comme une maladie. Henri était plus direct. Quand Louise et moi avons annoncé que nous essayions d'avoir un bébé, il m'a pris à part. Les enfants coûtent cher, mon garçon. Pense peut-être à un vrai travail avant de mettre un enfant au monde. Je n'ai jamais raconté ces choses à Louise. Elle aimait ses parents, malgré leurs défauts, et je ne voulais pas la forcer à choisir un camp. Alors je souriais, je serrais fermement la main d'Henri à chaque visite, je complimentais la cuisine de Martine et je gardais mes pensées pour moi. Mais il y avait des signes que j'aurais dû prendre plus au sérieux. La façon dont Martine appelait Louise pour l'aider en cuisine chaque fois que je parlais d'un projet réussi. Comment elle m'excluait accidentellement des photos de famille. La fois où Henri a suggéré une thérapie pour les décisions impulsives de Louise en me regardant droit dans les yeux. J'ai tout ignoré, pensant que le temps finirait par apporter l'acceptation. J'avais tort. Le vendredi de l'anniversaire de Martine, je suis rentré de Guyane, le visage brûlé par le soleil et une carte mémoire pleine d'images qui paieraient notre prêt immobilier pour 3 mois. J'étais exténué, mais j'ai pris une douche, mis une chemise et conduit jusqu'à leur belle demeure dans le quartier chic. Le dîner a commencé normalement. Henri s'est vanté d'une affaire récente, Martine s'est inquiétée des arrangements. De table, le frère de Louise, Guillaume, et sa femme Camille ont maintenu une conversation polie. Je buvais une bière et comptais les minutes, jusqu'à ce que nous puissions partir. Après le plat principal,
Martine a annoncé qu'elle avait préparé son fameux kir pour le dessert. Elle a disparu dans la cuisine et j'ai proposé de l'aider à porter les verres. C'est là que j'ai vu. Elle avait 2 verres séparés des autres. Quand je suis entré, elle a rapidement ajouté quelque chose d'un petit flacon dans l'un d'eux. Ce n'était pas une garniture ou un arôme, c'était un colore, inodore, et elle a caché le flacon dès qu'elle a entendu mes pas. « Ah, Raphaël, je m'en occupe », dit-elle avec trop d'enthousiasme. « Celui-ci est pour toi, recette spéciale pour mon gendre préféré. » Ma gorge s'est nouée. Le verre avait un film presque imperceptible flottant à la surface, reflétant la lumière. « Laisse-moi t'aider à porter ceci », dis-je en prenant les 2 verres qu'elle avait préparés. Dans la salle à manger, Henri vérifiait son téléphone, levant à peine les yeux quand je me suis approché. « Un kir, monsieur !» J'ai posé le verre trafiqué devant lui au lieu de le prendre. Je l'ai regardé boire, inventant une excuse pour préférer de l'eau avec mon dessert. 45 minutes plus tard, Henri était pâle, transpirait et courait aux toilettes. Les bruits violents de son indisposition résonnaient dans la maison. Le visage de Martine a perdu toute couleur quand elle a réalisé ce qui s'était passé. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la table et à cet instant, j'ai su 2 choses avec une certitude absolue. Ma belle-mère avait tenté de m'empoisonner et elle savait que je savais. Je n'ai pas réagi, je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste mangé mon gâteau au chocolat pendant que Louise courait voir son père. Dans la confusion qui a suivi, Henri insistant que ce devait être une intoxication alimentaire, Martine bégayant à propos de fruits de mer avariés. J'ai silencieusement mis de côté le verre intact qui m'était destiné. Quelque chose avait changé en moi. La colère que je ressentais n'était pas chaude ou explosive. Elle était froide, délibérée. Je n'allais pas seulement laisser passer ça, mais je n'allais pas non plus me battre à leur manière. J'allais leur faire affronter exactement qui ils étaient. Le lundi suivant le dîner, j'ai apporté le verre à Julien, un ancien client qui dirigeait un laboratoire de toxicologie. « Personnel ou professionnel ?» demanda-t-il quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. « Affaire de famille », ai-je répondu. 3 jours plus tard, il a appelé. « Raphaël, il y avait des benzodiazépines dans cette boisson. Du Lexomil probablement. Rien de létal, mais assez pour rendre quelqu'un inconscient pendant des heures, peut-être causer une perte de mémoire. Où as-tu eu ça ?» Je l'ai remercié et j'ai demandé un rapport écrit. Je n'ai pas répondu à sa question. Ce soir-là, j'ai dit à Louise que je voulais sauter le dîner du dimanche pendant un moment. J'ai dit que je devais me concentrer sur une exposition à venir. Elle était déçue, mais a compris. Je ne lui ai pas parlé des résultats du test, pas encore. J'avais besoin de plus d'informations d'abord. Les 2 semaines suivantes, j'ai fait quelques recherches. Martine avait des ordonnances de Lexomil de 3 médecins différents. Elle doublait et triplait ses doses depuis des années. Il y avait aussi des rumeurs sur elle en ville. Comportement étrange lors d'une fête de voisins, accusation de vol de bijoux dans son club privé, des histoires que sa famille avait travaillé dur pour étouffer. J'ai tout compilé et j'ai attendu mon heure. Elle est venue quand Louise a mentionné que sa mère avait besoin de photos pour un profil sur les réseaux sociaux. Elle a spécifiquement demandé que ce soit toi qui les prennes, dit Louise, surprise par la demande. J'ai accepté. Le samedi suivant, je suis arrivé chez eux seul, mon sac d'équipement dans une main et une enveloppe scellée dans l'autre. Martine attendait, élégamment vêtue, maquillage parfait. Henri était au bureau, expliqua-t-elle. Avant de commencer, dis-je calmement, j'ai pensé que vous aimeriez voir ça. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant le rapport toxicologique ainsi que les impressions de ses multiples ordonnances. Ses mains tremblaient en lisant. C'est absurde, murmura-t-elle. Je ne ferai jamais. Nous savons tous les deux ce qui s'est passé, l'interrompis-je. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Son visage s'est durci. Tu n'es pas assez bien pour ma fille. Tu ne le seras jamais. Un homme doit offrir la sécurité, pas des photographies. Et droguer le mari de votre fille offre la sécurité? J'ai gardé ma voix contrôlée. Ça n'allait pas te blesser, rétorqua-t-elle. Juste te rendre malade, te faire rater ce ridicule vernissage dont tu parles depuis des mois. Montrer à Louise que tu n'es pas fiable. J'ai laissé cela s'imprégner. Voici ce qui va se passer ensuite, dis-je finalement. Vous allez dire à Henri ce que vous avez fait. Ensuite, vous commencerez tous les deux à me traiter avec respect. Non pas parce que vous avez changé d'avis sur moi, mais parce que l'alternative est que Louise découvre exactement qui sont ses parents. Martine rit, mais cela sonnait creux. Elle ne te croira jamais plus tôt que nous. J'ai pris mon sac d'équipement. Peut-être pas, mais elle croira le rapport de laboratoire.
les dossiers d'ordonnance et les voisins que vous avez aliénés. Êtes-vous prête à parier votre relation avec votre fille là-dessus? Je suis parti sans prendre une seule photo. Ce soir-là, Martine a appelé Louise en larmes, prétendant que je m'étais comporté de manière inappropriée lors de notre session, disant que j'avais été hostile et menaçant. Quand Louise m'a confronté, je ne pouvais plus cacher la vérité. Je lui ai tout montré, le rapport du laboratoire, les ordonnances, même des SMS de sa mère qui étaient devenus de plus en plus hostiles au fil des ans. Ma mère ne ferait pas ça, n'arrêtait-elle pas de dire, mais sa voix manquait de conviction. Le lendemain, elle a confronté ses parents. Je n'étais pas là, mais quand elle est rentrée à la maison, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Mon père dit que c'est un malentendu, dit-elle doucement. Que tu essaies de créer un fossé entre nous parce que tu n'es pas sûr de ta carrière. » J'ai juste hoché la tête. Je m'y attendais. « Qu'en penses-tu » Qu'as lui ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. C'est juste glissé dans le lit et s'est détournée de moi. J'avais riposté. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais tombé plus profondément dans leur piège. J'étais maintenant le méchant dans leur histoire, et ils avaient réussi à semer le doute dans l'esprit de la seule personne dont l'opinion comptait le plus pour moi. Pendant 2 semaines, Louise m'a à peine parlé. Elle allait chez ses parents seule, revenait avec les yeux rouges et de nouveaux doutes. Je me suis jeté dans le travail, passant de longues heures dans mon studio, espérant que la tempête passe. Puis un paquet est arrivé pour moi. Pas d'expéditeur, juste mon nom écrit sur le dessus d'une écriture inconnue. À l'intérieur se trouvait une clé USB et un mot. Tu devrais voir ça. Camille, la femme de Guillaume. La clé contenait des fichiers vidéo, des séquences de sécurité intérieure de la maison d'Henri et Martine. Les horodatages montraient la nuit du dîner. On y voyait Martine dans la cuisine, ajoutant clairement quelque chose à une boisson. On me voyait entrer, prendre les verres. On voyait Henri boire dans le verre trafiqué. Mais il y avait plus des séquences d'après notre départ. Martine criant sur Henri, lui reprochant d'avoir bu dans le mauvais verre. Henri criant en retour, « Ce n'est pas la première fois que tu fais quelque chose comme ça. » J'ai regardé la séquence 3 fois, essayant de comprendre ce que je voyais. Non seulement la confirmation des actions de Martine, mais la preuve d'un schéma. La preuve qu'Henri savait. Le fichier suivant datait de 2 jours après le dîner. Martine et Henri se disputaient dans le salon à mon sujet. « Il dit ça à côte. Il sait ce que tu as fait, disait Henri. Et alors, répondit Martine, c'est sa parole contre la mienne. Louise ne le choisira jamais au lieu de sa famille. Et si elle le fait, alors ce n'est pas la fille que j'ai élevée, dit froidement Martine. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à lui parler des problèmes dans leur mariage, à planter des graines. Quand j'aurai fini, elle demandera le divorce en pensant que c'était son idée. J'ai fermé mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Il ne s'agissait pas seulement de moi. C'était un effort systématique pour contrôler la vie de Louise, l'isoler de quiconque ne correspondait pas à leur vision. Et ils faisaient ça depuis des années. J'ai appelé Camille immédiatement. « Pourquoi m'as-tu envoyé ça ?»« Parce qu'ils m'ont fait la même chose quand j'ai épousé Guillaume, » dit-elle doucement. « Ils ont essayé de nous séparer pendant 2 ans, disant que je n'étais pas assez bien. Ça a failli marcher. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« Guillaume ne sait pas, » admit-elle. « Il vénère son père, croit tout ce qu'il dit. J'ai essayé de lui dire, mais il pense que je suis paranoïaque. Je ne pouvais juste pas rester là à les regarder faire ça à quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai reçu un message d'Henri. Nous devrions parler d'homme à homme, sans les épouses. Je l'ai rencontré à son club privé. Il attendait dans un salon privé, buvant du whisky. « Raphaël, commença-t-il, les familles sont compliquées. Ma femme, elle peut être difficile, protectrice, mais elle a de bonnes intentions. Droguer quelqu'un démontre de bonnes intentions ?» ai-je demandé. Il a agité la main, écartant l'idée. Un malentendu. Martine prend des médicaments pour l'anxiété. Elle a probablement confondu les verres. J'ai les vidéos de sécurité, Henri. Son visage a changé instantanément, se durcissant en quelque chose de froid et calculateur. « Que veux-tu? De l'argent » ? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai toujours su que tu avais épousé Louise pour des raisons financières. Je veux que vous nous laissiez tranquilles, dis-je simplement. Arrêtez d'essayer de convaincre Louise que je ne suis pas assez bien. Arrêtez d'interférer dans notre mariage. Henri se pencha en avant. Tu penses que c'est la première fois que nous avons affaire à quelqu'un comme toi? Des gens qui veulent profiter de notre famille. Il rit. Louise reviendra à la maison, là où est sa place. Elle revient toujours. Demande-lui pour Charles. Demande-lui pour le fiancé avant toi. J'ai senti un frisson. De quoi parlez-vous? Louise était fiancée avant de te rencontrer.
Un type bien, médecin. Nous n'aimions pas ses origines. Il a fallu 6 mois pour la convaincre qu'il n'était pas fait pour elle. Elle a rompu et rentré à la maison en pleurant chez papa. Il sourit. L'histoire se répète, mon fils. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Béatrice, la colocataire de Louise à l'université. J'ai demandé à propos de Charles. Mon Dieu, dit-elle, c'était terrible. Il était parfait pour elle, mais ses parents, ils l'ont convaincu qu'il la trompait, ont planté des preuves. Il a essayé de lui dire la vérité, mais à ce moment-là, elle ne lui faisait plus confiance. Le schéma était clair maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de contrôle. Contrôle complet sur la vie de leur fille. Et il l'avait déjà fait auparavant. Je n'ai pas confronté Louise immédiatement. Au lieu de cela, j'ai commencé à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver. J'ai contacté Charles, qui était initialement réticent à me parler. Quand j'ai expliqué la situation, il m'a envoyé d'anciens emails entre lui et Louise, montrant comment ses parents avaient systématiquement sapé leur relation. J'ai contacté d'autres ex-petits amis, de vieux amis de Louise, qui s'étaient mystérieusement éloignés. Un schéma a émergé. Quiconque encourageait l'indépendance de Louise était progressivement écarté de sa vie. Camille a fourni d'autres séquences de sécurité, montrant Martine et Henri discutant de leurs plans pour nous. Quand ils divorceront, nous la convaincrons de revenir à la maison, disait Henri dans un clip. Elle pourra gérer la fondation, rencontrer des hommes convenables. J'ai tout compilé sur une seule clé. Puis j'ai invité Guillaume et Camille à dîner sans avertir Louise que j'étais sur le point de détruire l'image de sa famille. Au dessert, j'ai connecté mon ordinateur portable à notre téléviseur. Il y a quelque chose que vous devez voir, dis-je. Pendant l'heure suivante, nous avons regardé les séquences ensemble. Louise est restée immobile, son visage pâle. Guillaume n'arrêtait pas de secouer la tête, murmurant « Ce ne sont pas mes parents » dans sa barbe. Quand ce fut fini, Louise se tourna vers moi, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que j'avais besoin que tu vois par toi-même, » dis-je. « Tout. Pas seulement ce qu'ils m'ont fait, mais ce qu'ils t'ont fait toute ta vie. » Guillaume se leva furieux. « C'est un mensonge. Tu as monté ces vidéos. Mes parents ne feraient pas ça. » Camille toucha son bras. « Ils nous l'ont fait aussi, Guillaume. Pourquoi penses-tu qu'ils ont soudainement commencé à m'apprécier après que nous ayons eu Pierre? Parce qu'un petit-fils signifiait qu'ils avaient un moyen de pression. » La couleur quitta le visage de Guillaume. « Tu ne m'as jamais dit. »« J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Tu ne voulais pas écouter. » Plus tard cette nuit-là, Louise s'est glissée dans le lit à côté de moi. « J'ai besoin de temps pour digérer ça, » dit-elle doucement. « Mais je te crois. Et je suis désolée d'avoir douté. » Le lendemain matin, Martine a appelé. Louise a mis le haut-parleur. « Chérie, je pensais que tu devrais venir rester avec nous un moment, » dit joyeusement Martine. « Ton père et moi sommes inquiets pour toi. Le mariage est difficile et parfois une séparation peut apporter de la clarté. »« Maman, » l'interrompit Louise, « j'ai vu les vidéos. » Silence. Puis, quelle vidéo? Les séquences de sécurité de toi mettant de la drogue dans la boisson de Raphaël. De toi et papa planifiant de briser mon mariage. Une autre pause. Louise, quoi qu'il t'ait montré, c'était manipulé. Tu sais que Raphaël a toujours été jaloux de notre famille. Assez. La voix de Louise était ferme. Nous venons ce soir. Nous tous. Guillaume, Camille, Raphaël et moi. Nous allons en parler en famille. Plus de mensonges. Après qu'elle ait raccroché, Louise se tourna vers moi. Ils vont tout nier. Ils vont essayer de retourner ça contre toi. J'ai hoché la tête. Je sais. Alors, quel est notre plan? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je pense qu'il est temps que tes parents rencontrent le vrai moi. Celui qui ne prend pas seulement des photos, mais qui sait comment raconter une histoire. Ce soir-là, nous sommes arrivés chez Henri et Martine avec mon équipement photo. Guillaume et Camille étaient déjà là, assis raidement dans le salon. Henri semblait confiant. « Je comprends qu'il y a eu un malentendu. »« Aucun malentendu, l'interrompis-je, installant mon trépied. Je documente cette conversation pour les archives familiales. » Martine s'y opposa immédiatement. « C'est une affaire de famille privée. »« Exactement, acquiesçai-je. Affaire de famille. Et je suis de la famille, même si vous avez essayé très fort de changer cela. » Pendant les 2 heures suivantes, nous avons tout exposé. La boisson, la manipulation, Charles, les autres ex-petits amis, le schéma qui avait façonné les vies entières de Louise et Guillaume. Henri et Martine ont tout nié, bien sûr. Ils m'ont traité d'instable, de manipulateur. Mais à chaque déni, je lançais un autre clip, montrais un autre email.
Leur visage devenait plus pâle, leur dénégation plus faible. Finalement, Louise se leva. « Je vous aime tous les deux. Vous êtes mes parents. Mais ce que vous avez fait est impardonnable. Vous ne pouvez plus contrôler ma vie. » Guillaume hocha la tête. « Nous sommes des adultes. Nous choisissons nos propres partenaires, notre propre chemin. » Martine se mit à pleurer, non par remords, mais par la réalisation qu'elle perdait le contrôle. Henri semblait juste abasourdi, comme s'il ne pouvait pas comprendre que ses enfants le défiaient. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai tendu une clé USB à Henri. « Ceci contient tout. Les séquences, les emails, les témoignages. C'est à vous. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, méfiant. « Ça veut dire que je ne vais pas ruiner votre réputation en partageant ça avec qui que ce soit d'autre. Ça blesserait Louise et je ne ferai jamais ça. » J'ai fait une pause. « Mais si vous essayez d'interférer à nouveau dans notre mariage, si vous essayez de manipuler Louise ou de dire du mal de moi, des copies iront à tous les membres de votre club privé, à vos partenaires commerciaux et à votre précieux cercle social. » Pour la première fois depuis que je le connaissais, Henri me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Je t'avais sous-estimé. »« Oui, dis-je simplement. Vous m'aviez sous-estimé. 6 mois ont passé. Louise et Guillaume ont commencé une thérapie pour gérer les dommages que leurs parents avaient causés. Martine et Henri ont gardé leur distance, envoyant des messages occasionnels mais respectant les limites que nous avions établies. Puis, pendant les fêtes de fin d'année, ils nous ont invités à dîner. Un nouveau départ, disait l'invitation. Louise voulait y aller. Ce sont toujours mes parents, dit-elle, et ils essaient. J'ai accepté, mais je n'étais pas assez naïf pour croire qu'ils avaient changé. Quand nous sommes arrivés, tout semblait normal. Martine avait préparé un festin. Henri était charmant, s'enquérant de mes derniers projets avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Après le dîner, Henri m'a invité dans son bureau. « J'ai une proposition pour toi, dit-il, me servant un whisky. J'ai réfléchi à ta carrière, la photographie. Eh bien, ça a été bon pour toi, mais as-tu envisagé de te diversifier? Je pourrais te faire entrer dans mon entreprise. Poste d'associé junior. Le salaire serait substantiel. J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. Pourquoi feriez-vous ça? La famille, dit-il doucement. Et je respecte la façon dont tu as géré ce désagréable épisode. Tu as protégé ma fille tout en tenant bon. C'est ce que fait un vrai homme. J'ai posé le verre sur la table intact. J'apprécie l'offre, mais non. Son sourire se figea. Raphaël, sois raisonnable. C'est un rameau d'olivier, une façon d'aller de l'avant. Non, ai-je répété. C'est une autre tentative de contrôle. Vous ne pouvez pas m'acheter, Henri, et vous ne supportez pas le fait que Louise m'aime exactement comme je suis. Ne sois pas idiot, siffla-t-il, laissant tomber la façade. Tout le monde a un prix. Je me suis levé. C'est là que vous vous trompez, et c'est pourquoi vous ne comprendrez jamais votre fille. Je suis retourné dans la salle à manger où Martine montrait des albums photos à Louise. « Regarde ça, disait-elle. Tu étais si heureuse quand tu vivais à la maison. » Louise m'a vu de l'autre côté de la pièce. Elle pouvait deviner à mon expression que quelque chose s'était passé. J'ai fait un léger signe de tête et elle s'est levée. « Maman, papa, annonça-t-elle clairement. J'ai quelque chose à vous dire. » Tous se tournèrent pour la regarder. Nous attendons un bébé. Raphaël et moi, je suis enceinte de 3 mois. Le choc sur leur visage était authentique. Martine s'est rétablie la première, se précipitant pour serrer sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Henri s'est approché plus lentement, regardant entre Louise et moi. « Félicitations, dit-il raidement. « Merci, ai-je répondu. Puis, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre, « Cet enfant ne sera jamais un pion dans vos jeux. Je vous le promets. » Son visage s'est durci, mais il a hoché la tête une fois. Il avait compris le message. Alors que nous rentrions chez nous ce soir-là, Louise m'a serré la main. « Ils ne changeront jamais, n'est-ce pas ?»« Non, dis-je honnêtement. Mais ils devront accepter que nous avons changé. » 3 semaines plus tard, une lettre recommandée est arrivée de l'avocat d'Henri. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété pour une maison, notre maison, que nous louions, et des documents légaux établissant un fonds fiduciaire pour notre enfant à naître. Il n'y avait pas de mots, pas de conditions, pas de ficelles. Juste le transfert de biens, net et irrévocable. Ce n'étaient pas des excuses. Henri n'en était pas capable. Mais c'était une reconnaissance, peut-être la seule qu'il pouvait donner, que nous avions gagnée. Notre fille est née cet été-là,
Nous l'avons appelée Hélène en l'honneur de ma grand-mère. Quand Martine et Henri sont venus à l'hôpital, ils ont apporté des cadeaux, mais ont gardé une distance respectueuse. Ils ont admiré le bébé, pris des photos, et sont partis sans essayer de nous donner des conseils de parentalité ou des leçons de finance. Les mois ont passé, et notre relation avec eux s'est installée dans quelque chose qui ressemblait à la normalité. Ils ne se sont jamais excusés pour ce qu'ils avaient fait, mais ils ont cessé d'essayer de contrôler la vie de Louise ou de saper ma carrière. Un soir, alors que j'éditais des photos dans mon studio, Louise est entrée en portant Hélène. « Ma mère a appelé, dit-elle. Elle veut que nous venions pour Noël. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je pense que nous devrions y aller, » répondit-elle, « mais à certaines conditions. Nous restons dans un hôtel, pas chez eux. Nous partons quand nous le voulons. Pas de temps seul avec Hélène. » J'ai hoché la tête. « Ça semble raisonnable. » Elle s'est assise à côté de moi, berçant doucement le bébé. Tu sais, je pensais que le succès signifiait rendre mes parents heureux, obtenir leur approbation, répondre à leurs attentes. Elle a regardé notre fille, puis de nouveau vers moi. Maintenant, je sais que c'est faire des choix dont je peux être fier, défendre les gens que j'aime. 2 semaines avant Noël, une grande enveloppe est arrivée d'Henri. À l'intérieur se trouvait un catalogue brillant pour le rapport annuel de son entreprise. Mes photographies étaient mises en avant partout, paysages, portraits, photos d'architecture. Le travail que j'avais fait selon mes propres termes, sans son interférence. Il y avait une brève note. « J'ai engagé le meilleur photographe que je connaisse. J'ai pensé que tu aimerais en avoir une copie. » Ce n'était ni pardon, ni réconciliation. C'était autre chose. Du respect, peut-être. La reconnaissance que j'avais réussi selon mes propres termes, pas les siens. Je n'ai pas appelé pour remercier. Nous comprenions tous les deux qu'il ne s'agissait pas de gratitude. Il s'agissait de reconnaître les nouvelles limites, la nouvelle réalité. Ce printemps-là, j'ai ouvert ma propre galerie dans le centre de Paris. Lors du vernissage, Louise était à mes côtés, Hélène sur sa hanche. Mes parents sont venus de Lyon. Amis et clients remplissèrent l'espace, admirant les images que j'avais capturées au fil des ans. Henri et Martine sont venus aussi, vers la fin de la soirée. Ils ne sont pas restés longtemps. Martine a tenu Hélène brièvement sous le regard attentif de Louise. Henri m'a serré la main, a hoché la tête vers les photographies avec une approbation sincère et est parti sans faire de suggestions sur la façon dont je devrais gérer mon entreprise. Alors que nous fermions ce soir-là, Louise a demandé « Tu penses qu'ils ont changé ?» J'ai réfléchi à la question attentivement. « Non, dis-je finalement, mais ils ont accepté qu'ils ne peuvent pas nous changer. Et parfois, c'est suffisant. » Plus tard, alors que nous étions assis sur notre balcon à regarder les étoiles apparaître au-dessus de la ville, Hélène dormant dans son berceau à l'étage, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais complètement articulé auparavant. Je n'avais pas gagné en jouant le jeu d'Henri et Martine. J'avais gagné en refusant d'y jouer. J'ai tenu bon, j'ai protégé ce qui comptait et j'ai construit ma vie selon ma propre définition du succès, non pas avec des stratagèmes ou de la manipulation, mais avec honnêteté et persévérance silencieuse. En fin de compte, c'était la vengeance la plus satisfaisante de toutes. Bien vivre selon mes propres termes, avec la famille que j'aimais à mes côtés. Les années ont passé, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Pas exactement une réconciliation, mais une sorte de paix. Henri a pris sa retraite de son poste à la banque d'investissement, et à la surprise générale, a développé un intérêt pour la photographie, pas le genre de photographie que je faisais. Il s'est tourné vers la macrophotographie, capturant des images d'insectes et de petites plantes. Un jour, il s'est présenté à mon studio, portant un nouvel appareil photo coûteux. « Je pensais que tu pourrais me donner quelques conseils, » dit-il, sans la moindre trace d'ironie ou d'arrogance que j'avais pris l'habitude de lui associer. J'ai passé l'après-midi à lui apprendre la composition, la lumière et la patience. Beaucoup de patience nécessaire pour capturer le moment parfait. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu quelque chose d'authentique en lui. Non pas le banquier, non pas le patriarche contrôlant, mais juste un homme essayant de comprendre un nouveau chemin. Avec Martine, la transition a été plus subtile. Elle n'a jamais cessé d'être qui elle était. Susceptible, un peu théâtrale, toujours soucieuse de son apparence parfaite. Mais après la naissance de son deuxième petit enfant, un garçon que Guillaume et Camille ont eu, quelque chose a semblé s'adoucir en elle. Peut-être était-ce l'âge. Peut-être était-ce la reconnaissance que ses manipulations
avait failli lui coûter ses relations avec ses enfants. Hélène avait 4 ans quand Martine lui a offert sa première boîte d'aquarelle. C'était un cadeau simple, non ostentatoire, et il était accompagné d'un sourire fatigué pour moi. « Elle a tes yeux créatifs », dit Martine sans le ton habituel de désapprobation. Un dimanche après-midi, près de 5 ans après cette fatidique soirée du Kir, nous étions tous réunis dans le jardin de notre maison. Non pas la maison qu'Henri avait achetée pour nous, que nous avions vendue pour ouvrir la galerie, mais une que nous avions choisie ensemble avec un jardin spacieux et un studio séparé pour moi. Hélène courait sur l'herbe avec son cousin Pierre, tous deux riant en essayant d'attraper les bulles de savon que Louise soufflait dans l'air. Guillaume et Camille discutaient avec moi de leur prochain voyage en Corse, pour lequel j'avais recommandé des endroits incroyables à photographier. J'ai remarqué qu'Henri était assis seul dans un coin du jardin, observant les enfants avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Je me suis assis à côté de lui, lui offrant une bière. « Elle ressemble à Louise à cet âge », dit-il en regardant Hélène. « Tout le monde le dit », ai-je répondu. « Nous avons fait beaucoup de choses de travers », dit-il après une longue pause. Ce n'était pas exactement des excuses, mais pour Henri, c'était ce qui s'en approchait le plus. « Toi, vous acquiesçais-je sans rancune. Vous l'avez fait. Vous construisez quelque chose de bien ici, dit-il, regardant la maison, la famille réunie. Différent de ce que j'aurais choisi, mais bien. C'était un petit moment, une brève ouverture dans une relation qui serait probablement toujours compliquée. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas l'oubli. C'était juste la reconnaissance, des erreurs, du changement, de la croissance. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et qu'Hélène soit au lit, Louise et moi nous sommes assis sur notre balcon comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. « Qu'est-ce qui les a fait changer, à ton avis ?» demanda-t-elle, posant sa tête sur mon épaule. J'ai réfléchi un moment. Je ne pense pas qu'ils aient changé, pas vraiment. Je pense qu'ils ont juste réalisé que le monde ne fonctionne pas comme ils le pensaient, qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, pas leurs enfants, pas la vie. « Nous avons failli nous perdre, dit-elle doucement. Si tu n'avais pas découvert ce que ma mère a fait ce soir-là, je la serrais plus fort. Mais je l'ai découvert, et tu as été assez forte pour voir la vérité, même quand ça faisait mal. Tu sais ce que Charles m'a dit une fois ? Demanda-t-elle. Charles, son ex-fiancé, était récemment rentré dans nos vies en tant qu'ami, maintenant heureusement marié à un médecin qui travaillait dans le même hôpital. Il a dit que certaines personnes n'apprennent la valeur de quelque chose que lorsqu'elles sont sur le point de le perdre. Je pense que mes parents ont enfin appris ça. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un magazine d'art international. Ils voulaient faire un reportage sur mon travail en se concentrant sur mes photographies de Guyane et la manière dont je captais l'interaction entre nature et humanité. C'était une opportunité dont je rêvais depuis des années. J'ai montré l'email à Louise, qui a sauté de joie et m'a serré dans ses bras. Puis, sans trop réfléchir, je l'ai transféré à Henri et Martine avec un message simple. Je pensais que vous aimeriez savoir. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Martine. « Raphaël, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. C'est merveilleux. Félicitations. » Il n'y avait aucune ironie dans sa voix, aucun commentaire déguisé sur l'instabilité de la photographie en tant que carrière, juste une reconnaissance sincère de l'accomplissement. « Merci, » ai-je répondu, surpris par ma propre gratitude pour ce geste. « Nous sommes fiers de toi, » ajouta-t-elle, les mots semblant étranges dans sa bouche, comme si elle essayait une nouvelle langue. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder le téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Depuis toutes les années que je connaissais Martine, elle n'avait jamais montré de fierté pour quoi que ce soit que je fasse. C'était un petit changement, mais significatif. Louise est entrée dans la cuisine, Hélène sur ses talons. « Qui c'était ?»« Ta mère, ai-je répondu. Elle m'a félicité pour l'article du magazine. » Louise haussa les sourcils. « Sérieux ? Pas de commentaire sur le fait que la photographie n'est pas un travail stable. » J'ai secoué la tête. Rien de tout ça. Elle a dit qu'ils étaient fiers. « Eh bien, dit Louise avec un petit sourire, peut-être que les miracles arrivent vraiment. » L'article du magazine a été publié 2 mois plus tard, avec 8 pages consacrées à mon travail. Le journaliste m'avait suivi pendant 1 semaine dans la forêt guyanaise, observant comment j'interagissais avec les communautés autochtones, capturant la relation délicate entre préservation et développement. Le jour où le magazine est arrivé en kiosque, j'ai reçu un autre appel inattendu. Cette fois, c'était Henri. J'ai acheté tous les exemplaires du kiosque près du bureau.
dit-il, semblant presque timide. Je les montre à tout le monde à la banque. Vous, vraiment? Oui, dit-il. C'est impressionnant ce que tu as fait, Raphaël. Je ne comprenais pas avant. Ton art, ce que tu essayais de dire avec. Il y eut une pause inconfortable. Tu penses qu'on pourrait se voir pour un café? Demanda-t-il finalement. Juste nous deux. J'ai accepté plus par curiosité que par toute autre raison. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de ma galerie. Henri était habillé de façon décontractée, ce que je le voyais rarement faire. Il a apporté un exemplaire du magazine, les pages déjà cornées à force d'être feuilletées. « Cette photographie, dit-il, en montrant une image d'un vieux pêcheur sur l'Oyapock, son visage ridé reflétant des décennies de lutte et de sagesse. Comment as-tu réussi à ce qu'il regarde l'appareil comme ça? Je ne lui ai pas demandé, ai-je expliqué. J'ai passé 3 jours avec lui avant de prendre une seule photo. J'ai écouté ses histoires, rencontré sa famille. Quand j'ai finalement levé l'appareil, il me connaissait, il me faisait confiance. Henri hocha lentement la tête. Patience, établissement de relations. Ce n'est pas si différent de ce que nous faisons à la banque, juste avec des résultats différents. C'était une petite concession, mais révélatrice. Pendant des années, Henri avait vu ma carrière comme une indulgence, un hobby. Maintenant, pour la première fois, il essayait de trouver des points communs, de comprendre mon monde selon ses propres termes. Martine et moi, commença-t-il, puis s'arrêta prenant une gorgée de café. Nous n'avons pas été les meilleurs beaux-parents. J'ai résisté à l'envie de laisser échapper un rire sarcastique. Non, en effet, quand Louise t'a ramené à la maison pour la première fois, tout ce que nous voyions, c'était du risque. Un photographe. Comment pourrais-tu lui donner la vie qu'elle méritait, la stabilité dont elle avait besoin? Il n'a jamais été question d'argent pour Louise, dis-je. Elle voulait de la passion, un but. Je le sais maintenant, admit-il. Mais à l'époque, nous venions d'une génération différente, une mentalité différente. Cela ne justifie pas ce que Martine a fait, ai-je répondu fermement. Il baissa les yeux. Non, ça ne le justifie pas. Martine a des problèmes. Elle en a toujours eu. Le contrôle, l'anxiété, la peur de perdre les gens qu'elle aime. Alors vous saviez, pour ce qu'elle a mis dans ma boisson, il n'a pas répondu directement. Notre mariage n'est pas parfait, Raphaël. Il ne l'a jamais été. Mais après presque 40 ans ensemble, on apprend à accepter les défauts de l'autre. Même quand ces défauts blessent d'autres personnes, il soupira, surtout à ce moment-là. Parce qu'y faire face signifierait faire face à bien plus. C'était l'admission la plus honnête qu'Henri ait jamais faite. Pas exactement une confession, mais une reconnaissance de sa complicité par le silence, par le déni. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Pourquoi cette conversation maintenant, après toutes ces années ?» Il a sorti une photo de son portefeuille. C'était une vieille photo, jaunie sur les bords. Elle montrait une jeune femme, peut-être de 17 ou 18 ans, debout à côté d'une toile, un pinceau à la main. Ma sœur, expliqua-t-il. Claire, elle était peintre, talentueuse comme toi, voyait le monde d'une manière que je n'ai jamais pu. Je n'avais jamais entendu parler d'une sœur. Que lui est-il arrivé? Notre père n'approuvait pas. L'art n'était pas une carrière, disait-il. C'était un passe-temps, une distraction. Il l'a forcée à étudier le commerce, à reprendre l'entreprise familiale. Et elle l'a fait. Henri secoua la tête. Elle s'est enfuie, est partie à Paris, avec un photographe qu'elle a rencontré lors d'une exposition. Nous ne lui avons plus jamais parlé. C'était il y a combien de temps? 40 ans, dit-il doucement. Elle aurait ton âge maintenant. Tout commençait à s'éclaircir. La peur irrationnelle que Martine et Henri avaient de moi. Le besoin de contrôler la vie de Louise. La terreur qu'elle choisisse un chemin qu'il ne comprenait pas. L'avez-vous cherché? Souvent, admit-il. Je ne l'ai jamais trouvée. Peut-être qu'elle a changé de nom. Peut-être... Il n'a pas terminé la phrase, mais la peur était claire dans ses yeux. Peut-être qu'elle n'était plus en vie. Quand j'ai vu tes photos dans le magazine, continua-t-il, quelque chose a basculé. C'était comme revoir le monde à travers ses yeux. La beauté que j'avais oublié de chercher. C'était une révélation surprenante. Pendant des années, je n'avais vu Henri que comme le méchant de mon histoire. Le beau-père critique, le patriarche contrôlant. Je n'avais jamais considéré qu'il pouvait se battre avec ses propres fantômes, ses propres regrets. J'essaie de changer, Raphaël, dit-il. Je ne suis pas doué pour ça. J'ai passé toute ma vie à être une personne, à penser d'une certaine manière. Mais je ne veux pas perdre Louise comme j'ai perdu Claire. Je ne veux pas qu'Hélène grandisse sans connaître ses grands-parents.
Cela dépend de vous, ai-je répondu. Le respect. Les limites. L'honnêteté. Je sais, acquiesça-t-il. Martine fait des efforts aussi, à sa manière. Quand nous nous sommes quittés, Henri m'a surpris avec une étreinte maladroite. C'était la première démonstration physique d'affection qu'il m'ait jamais offerte. « Merci d'aimer ma fille », dit-il. « De lui donner la force d'être qui elle est. » « Elle a toujours eu cette force, ai-je répondu. Elle avait juste besoin d'espace pour la trouver. Ce soir-là, j'ai raconté à Louise ma rencontre avec son père, l'histoire de la sœur dont elle ignorait l'existence. « Tante Claire », dit-elle, testant le nom. « Ils ne l'ont jamais mentionné, pas une seule fois. Je pense que c'était trop douloureux, ai-je suggéré. »« Ou trop honteux », répondit Louise. « Admettre que quelqu'un s'est enfui de la famille parfaite. » Elle resta silencieuse un moment, absorbant cette nouvelle information sur son histoire familiale. « Tu penses qu'on devrait la chercher ?»« Claire ? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Peut-être qu'elle ne veut pas être trouvée. Ou peut-être qu'elle attend depuis 40 ans qu'on la cherche, répondit Louise. La semaine suivante, Louise m'a surpris avec un dossier rempli de vieux papiers qu'elle avait déterrés du bureau de son père. J'ai trouvé ça pendant qu'il voyageait, expliqua-t-elle. Des bulletins scolaires, de vieilles coupures de presse. Claire Lefebvre, née en 1965, disparue en 1983. Tu penses qu'on peut la retrouver après tout ce temps? Une lueur déterminée apparut dans les yeux de Louise, la même expression que je voyais quand elle se consacrait à un nouveau projet environnemental, la même détermination qu'elle avait héritée de son père, bien qu'utilisée à des fins très différentes. « Essayons au moins, dit-elle. Pour papa, pour nous tous. Nous avons commencé notre recherche discrètement, sans en parler à Henri ou Martine. J'ai utilisé mes contacts dans le monde de l'art, demandant des informations sur une peintre française qui serait partie. Non, l'histoire est une peintre brésilienne qui est allée à Paris. Je dois adapter ça. L'histoire d'Henri est que sa sœur s'est enfuie à Paris. Donc elle est française. L'original dit « Pintora brasileira ». Ok, je dois ajuster l'histoire d'origine de Claire. Original. Clara Souza Santos, pintora brasileira, fugiu para Paris. Ma nouvelle version, Claire Lefebvre, peintre française, fugiu. Para onde? Si la famille est à Paris, fuir à Paris n'a pas de sens. Peut-être qu'elle a fui à New York ou Rio. Realizons, ela fugiu. Foi para Paris com fotógrafo. Si la famille est à Paris, Neuilly, elle ne peut pas fuir à Paris. Changeons le lieu de fuite. Disons qu'elle a fui au Brésil. Elle s'est enfuie. Est partie à Rio de Janeiro avec un photographe brésilien qu'elle a rencontré lors d'une exposition. Cela garde le lien avec le Brésil des photos, peintures. Donc la recherche sera pour Claire Lefebvre au Brésil. Mais plus tard, le texte dit qu'ils vont à Paris et la trouvent dans le 11e arrondissement. Et elle s'appelle Claire Lebrun. Ok, je dois garder la fuite vers Paris. Cela signifie que la famille n'est pas de Paris à l'origine. Où pourrait-il être? Disons que la famille est de Lyon. Raphaël, studio dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, artistique. Beaux-parents. Hôtel particulier à Écully, banlieue chic de Tissa, Lyon. Raphaël, voyage en Guyane, ok. Louise Raphaël se rencontrent à Si. Lion Parents de Raphaël de Marseille. Henri. Club privé à Lyon. Raphaël ouvre sa galerie au centre de Lyon. Claire s'enfuit de Lyon pour Paris. La recherche se fait à Paris. Ok, Gustavo Camilla. Déménage en Corse. Ok, Fazenda en Mina. Domaine familial en Bourgogne. Ok, Abrolhos. Réserve de Scandola, Corse. Ok, Rio Negro. L'Oyapock, Guyane. Ok, Machado de Assis. Clarisse. Proust, Camus. Ok, Portinari. Monet. Ok, ce plan fonctionne. Je reprends la traduction à partir de la recherche de Clara Claire. Reprise de la traduction à partir de Nassemana Seguint. La semaine suivante, Louise m'a surpris avec un dossier rempli de vieux papiers qu'elle avait déterrés du bureau de son père. J'ai trouvé ça pendant qu'il voyageait, expliqua-t-elle. Des bulletins scolaires, de vieilles coupures de presse. Claire Lefebvre, née en 1965, disparue de Lyon en 1983. Tu penses qu'on peut la retrouver après tout ce temps? Une lueur déterminée apparut dans les yeux de Louise, la même expression que je voyais quand elle se consacrait à un nouveau projet environnemental, la même détermination qu'elle avait héritée de son père, bien qu'utilisée à des fins très différentes. « Essayons au moins, dit-elle. Pour papa, pour nous tous.
Nous avons commencé notre recherche discrètement, sans en parler à Henri ou Martine. J'ai utilisé mes contacts dans le monde de l'art, demandant des informations sur une peintre lyonnaise qui serait partie à Paris dans les années 80. Louise a épluché les réseaux sociaux, tous les indices que nous pouvions trouver. Pendant 2 mois, nous n'avons rien trouvé. Puis, alors que nous étions sur le point d'abandonner, j'ai reçu un email d'un galeriste parisien que j'avais contacté. « Je ne connais pas de Claire Lefebvre », écrivait-il. « Mais il y a une peintre nommée Claire Lebrun qui a déménagé à Paris il y a des décennies. Son travail de jeunesse ressemble beaucoup aux images que vous avez envoyées. » En pièce jointe se trouvait un lien vers le site web d'une petite galerie dans la banlieue de Paris. Les peintures étaient vibrantes, émotives, des paysages de Bourgogne réimaginés à travers la mémoire et le temps. J'ai montré à Louise, qui a passé des heures à étudier chaque image. « C'est elle !» dit-elle finalement. « J'en suis sûr. Regarde celle-ci. » Elle a pointé une peinture d'une maison de maître, étonnamment similaire à l'ancienne maison de ses parents près de Lyon. C'est là que mon père a grandi. Elle l'a peint de mémoire. La question était maintenant, devions-nous le dire à Henri? Louise était partagée. D'une part, retrouver Claire, ou Claire comme elle s'appelait maintenant, pourrait guérir de vieilles blessures. D'autre part, rouvrir ce chapitre du passé pourrait raviver des douleurs enfouies depuis longtemps. « Je pense que nous devons d'abord parler à ma mère », décida Louise. « Voir ce qu'elle sait. » Le samedi suivant, pendant qu'Henri jouait au golf, Louise a invité Martine à prendre un café chez nous. Hélène était à un cours de natation. Nous avions donc la maison pour nous. Martine est arrivée ponctuellement à 10 heures, vêtue impeccablement comme toujours, apportant un petit bouquet de fleurs et un jouet pour Hélène. Après quelques minutes de conversation anodine, Louise est allée droit au but. « Maman, je veux te poser une question sur Claire. » Le visage de Martine pâlit. Ses mains se figèrent au milieu du geste de porter sa tasse de café à sa bouche. « Où as-tu entendu ce nom ?» Sa voix était tendue, contrôlée. Papa l'a mentionné à Raphaël. Il a dit que c'était sa sœur. Une artiste. Martine reposa la tasse sur la soucoupe avec un soin délibéré. Claire est un sujet dont nous ne discutons pas dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de la quitter. La voix de Martine était froide, mais j'ai détecté quelque chose derrière, un vieux chagrin, peut-être même de la peur. « Comment l'as-tu connue » ai-je demandé doucement. « Toi et Henri étiez déjà ensemble quand elle est partie ?» Martine me regarda, évaluant ce qu'elle devait révéler. Finalement, elle soupira. « Henri et moi étions fiancés. Claire était mon amie avant d'être ma belle-sœur. Nous avons étudié l'art ensemble à l'université. Cela nous a pris par surprise. Tu as étudié l'art ?» Un sourire triste traversa le visage de Martine. « Pendant 1 an, jusqu'à ce que je rencontre Henri et que je découvre que la famille Lefebvre avait des attentes différentes pour les femmes de leur cercle. C'était une facette de Martine que nous n'avions jamais vue, la jeune femme qui, comme Claire, avait peut-être rêvé d'une vie différente. « Que s'est-il passé ?» pressa doucement Louise. Martine regarda au loin, comme si elle voyait un film de sa jeunesse projeté sur le mur de notre salon. Claire était brillante, talentueuse d'une manière que je ne l'ai jamais été. Quand ton grand-père a appris qu'elle voulait être peintre, il est devenu furieux. Il a dit que l'art était pour les maîtresses, pas pour la fille d'un des hommes les plus riches de Lyon. Et elle s'est enfuie. Martine hocha la tête, avec un photographe. Pierre quelque chose. Je l'ai aidé. Toi? Louise semblait choquée. Je lui ai donné de l'argent, j'ai acheté ses billets. J'enviais son courage. Martine tordit sa serviette entre ses mains. Ton père ne me l'a jamais pardonné. Il pense que je ne sais pas qu'il l'a cherchée pendant des années. Mais je le sais, je l'ai toujours su. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé d'elle? Demanda Louise, sa voix trahissant la douleur d'une histoire familiale gardée secrète. Parce que c'était plus facile de prétendre qu'elle n'avait jamais existé que d'admettre à quel point elle nous manquait. À quel point? À quel point ton père regrettait de ne pas l'avoir soutenue. Martine me regarda droit dans les yeux. C'est pour ça qu'il a toujours été si dur avec toi, Raphaël. Tu la lui rappelais. La même passion, le même refus de suivre le chemin attendu. Les pièces commençaient à s'assembler. Le comportement d'Henri et Martine, leur peur irrationnelle de perdre le contrôle, leur réaction extrême à ma présence dans la vie de Louise. Nous l'avons retrouvée, dit doucement Louise, montrant à Martine les images que nous avions découvertes. Elle est à Paris. Elle s'appelle Claire maintenant. Martine prit la tablette avec des mains tremblantes,
regardant les peintures avec une intensité qui frisait le désespoir. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage, parfaitement maquillé. « Ces paysages, murmura-t-elle. C'est le domaine familial en Bourgogne. Et ça, c'est la vue depuis sa chambre dans l'ancienne maison. » Elle leva les yeux vers Louise. Elle se souvient. Après toutes ces années, elle se souvient encore. Nous pensions la contacter, s'expliquai-je. Peut-être organiser des retrouvailles. Martine secoua vivement la tête. Qu'Henri serait dévasté s'il savait que vous l'aviez trouvé sans lui. Il doit faire partie de ça. C'était la première fois que je voyais Martine véritablement préoccupée par les sentiments de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Peut-être y avait-il plus dans leur mariage que la dynamique de contrôle dont nous avions été témoins. « Comment lui dire ?» demanda Louise. « Laissez-moi faire, » répondit Martine, nous surprenant à nouveau. « Je lui dois bien ça. À vous tous. » Ce soir-là, Martine invita Henri à dîner chez nous. Elle ne dit pas pourquoi, juste que c'était important. Il arriva l'air confus et légèrement inquiet. Après avoir servi le dîner, Martine se leva et prit une grande enveloppe dans son sac. « Henri, » commença-t-elle, sa voix plus douce que nous ne l'avions jamais entendue. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle fit glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient les impressions des peintures de Claire et l'adresse de la galerie à Paris. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils en examinant les images. « C'est Claire, » dit simplement Martine. « Ta sœur. » Henri leva brusquement les yeux, le visage pâle. « Comment avez-vous… » « Raphaël et Louise l'ont retrouvée, » expliqua Martine. « Elle utilise le nom de Claire maintenant. Claire Lebrun. Elle a une galerie à Paris. » Henri regarda à nouveau les peintures, ses doigts traçant les contours des paysages familiers, la maison de son enfance réimaginée à travers les yeux de sa sœur perdue. « Toutes ces années, » murmura-t-il. « J'ai cherché partout, engagé des détectives. Et elle était là tout ce temps, peignant notre maison. » Il regarda Martine avec une expression que je ne pus déchiffrer. « Tu savais ?» Elle soutint fermement son regard. « Non, mais je savais qu'un jour elle serait retrouvée. Les gens comme Claire, comme Raphaël, ils laissent des traces dans le monde. Henri, c'est ce qui les rend spéciaux. » C'était la première fois que j'entendais Martine dire quelque chose de véritablement positif sur mon choix de vie. « Je veux la voir, » dit Henri, la détermination claire dans sa voix. « Allons à Paris alors, » suggéra Louise. « Nous tous, un voyage en famille. » Henri regarda chacun de nous, sa fille, le gendre qu'il avait tenté d'éloigner, la femme qui avait caché ses propres rêves artistiques. Puis, à notre grande surprise, ses yeux s'emplirent de larmes. « Merci, » dit-il simplement, « de l'avoir retrouvée, de ne pas avoir abandonné. » 3 semaines plus tard, nous étions dans un avion pour Paris. Louise, moi, Hélène, Henri et Martine. Nous avions envoyé un email à Claire, expliquant qui nous étions, demandant la permission de lui rendre visite. Sa réponse fut prudente mais accueillante. « Après 40 ans, je pense qu'il est temps pour des retrouvailles. Venez à la galerie jeudi à 19 h. Je serai fermée au public. » Martine fut nerveuse pendant tout le vol, vérifiant sans cesse son maquillage, arrangeant ses cheveux parfaitement coiffés. « Et si elle me déteste ?» me murmura-t-elle quand les autres étaient distraits. « Pour être restée, pour avoir choisi son frère plutôt que l'art. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle pense après tout ce temps, » répondis-je. Mais nous sommes sur le point de le découvrir. La petite galerie se trouvait dans une rue pavée du 11e arrondissement. Une simple enseigne indiquait « Galerie Lebrun ». Quand nous sommes entrés, une femme nous tournait le dos, ajustant l'éclairage sur une peinture. « Nous sommes fermés, » dit-elle en français sans se retourner. « Nous rouvrons demain à 10 h. Claire ?» La voix d'Henri était presque méconnaissable, étranglée par l'émotion. La femme se figea, puis se retourna lentement. Elle avait le même visage anguleux qu'Henri, les mêmes yeux perçants, bien que les siens soient encadrés de rides de rire plutôt que des lignes plus sévères qui marquaient le visage de son frère. Ses cheveux étaient entièrement blancs, coupés en un carré élégant. « Personne ne m'appelle comme ça depuis longtemps, » dit-elle, son accent lyonnais presque effacé par des décennies à Paris. Henri fit un pas en avant, hésitant. « Je t'ai cherché. »« Je sais, » répondit-elle. « Pierre a vu tes détectives plusieurs fois. Nous avions décidé que si tu voulais vraiment me retrouver, ce devrait être selon mes termes. Enfin, ceux de la famille Lefebvre. » Elle observa Martine qui se cachait à moitié derrière Henri. « Martine, tu n'as pas changé du tout. »« Toi non plus, » répondit Martine, sortant de l'ombre. « Toujours aussi brillante. » Claire sourit, un sourire si semblable à celui d'Hélène que je sentis un frisson me parcourir. « Et ceux-ci doivent être Louise et Raphaël, » dit-elle, tournant son attention vers nous. « Et la petite Hélène. »
Vos photos ne vous rendent pas justice. Nos photos, demandai-je confus. Claire fit un geste vers un ordinateur sur son comptoir. Je vous ai trouvé en ligne après avoir reçu votre email. Ton travail photographique, Raphaël. La galerie à Lyon. Les projets environnementaux de Louise. Elle nous guida à travers la galerie, s'arrêtant parfois pour expliquer une peinture spécifique. Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, juste une sorte de distance calculée. Le genre qui se développe après des décennies de séparation. « Et Pierre ?» demanda Henri, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que le photographe apparaisse à tout moment. Le visage de Claire s'adoucit. « Pierre nous a quittés il y a 5 ans. Un cancer. »« Je suis désolé, » dit Henri, et je réalisais qu'il était sincère. « Nous avons eu 40 ans merveilleux ensemble, » répondit-elle. 2 enfants, 3 petits-enfants. Elle s'arrêta pour regarder Hélène qui admirait une peinture d'un toucan coloré. L'aînée a presque son âge maintenant. Martine fit un pas en avant hésitante. Ils savent pour un. Nous, la famille à Lyon, ils savent que j'ai un frère. Un neveu et une nièce que je n'ai jamais rencontrés. Claire regarda droit vers Henri. Je n'ai jamais caché d'où je venais. J'ai juste choisi de ne pas y retourner. Henri semblait lutter avec ses émotions. Papa est mort il y a 20 ans, compléta Claire. Je sais, j'ai lu la nécrologie. Il t'a cherché aussi, dit Henri doucement, dans ces dernières années. Claire hocha la tête, mais son visage resta impassible. Trop tard. Il y eut un silence inconfortable. Hélène, inconsciente de la tension, montra la peinture du toucan. « Papy, regarde, c'est comme celui qu'on a vu au zoo. » Henri s'accroupit à côté de sa petite fille, reconnaissant pour la distraction. « Oui, ma chérie. Mais celui-ci est libre, pas dans une cage. » Claire observa l'interaction, quelque chose dans ses yeux s'adoucissant. « Elle te ressemble, Henri, quand nous étions enfants. »« Tout le monde dit qu'elle ressemble à Louise, » répondit-il. « Et Louise te ressemble, » souligna Claire. « Les gènes Lefebvre sont forts. » Elle nous conduisit vers un atelier au fond de la galerie, où une table avait été mise pour le dîner. « J'ai pensé que nous pourrions parler plus en privé ici, » expliqua-t-elle. Pendant le repas, une délicieuse combinaison de plats français, l'atmosphère se détendit progressivement. Claire posa des questions sur nos vies à Lyon, et Louise raconta des histoires de son enfance en tant que fille d'Henri et Martine. Certaines faisant rire tout le monde, d'autres provoquant des regards échangés entre le frère et la sœur qui parlaient de schémas familiaux transcendant les générations. « Alors, Raphaël, dit finalement Claire, Henri a enfin accepté un artiste dans la famille. » Je regardais Henri, incertain de la réponse. « Il a fallu du temps, » admit Henri, surprenant tout le monde par sa franchise. « Et j'ai failli perdre ma fille dans le processus. » La vieille méthode Lefebvre, commenta sèchement Claire. Le contrôle par la peur de la déception. « Ce n'était pas seulement ça, » interrompit Martine, sa voix tremblant légèrement. « C'était la peur, pure et simple. La peur que Louise suive le même chemin que toi, Claire, et que nous ne la revoyions. Jamais. » Claire étudia Martine un long moment. « Mais tu m'as aidé à partir, Martine. Tu m'as donné l'argent pour les billets. »« Parce que tu étais assez courageuse pour faire ce que je ne pouvais pas, » répondit Martine. « J'aimais l'art autant que toi. Mais je n'avais pas ta force. Alors je suis restée. J'ai épousé Henri. J'ai essayé de me convaincre que c'était ce que je voulais. » Henri regarda sa femme, choqué. « Tu ne m'as jamais dit ça. Comment aurais-je pu ?» demanda Martine. « Tu avais déjà perdu ta sœur à cause de l'art. Comment pouvais-je te dire que j'en rêvais aussi? C'était comme si un masque était tombé. La Martine parfaitement composée que nous connaissions s'effondrait sous nos yeux, révélant la femme vulnérable et complexe en dessous. Alors quand Louise a ramené Raphaël à la maison, commença Claire. Toute ma peur est revenue, compléta Martine. Peur qu'elle choisisse un chemin qui l'éloignerait de nous, comme toi. Peur qu'elle découvre à quel point j'avais compromis mes propres rêves. Alors tu as essayé de saboter leur relation, conclut Claire. Martine baissa la tête. Je ne pensais pas clairement. J'ai fait des choses impardonnables. Comme quoi? Demanda Claire, regardant de Martine à moi. Louise et moi avons échangé un regard. Nous n'avions pas prévu d'exposer toute l'histoire lors de ces premières retrouvailles. Mais il semblait que nous avions dépassé le point de dissimuler les vérités. Elle a mis quelque chose dans ma boisson lors d'un dîner, expliquai-je. Un sédatif probablement. Je l'ai remarqué et j'ai échangé les verres avec Henri. Claire haussa les sourcils, se tournant vers son frère. « Et comment as-tu réagi à ça, frérot ?» Henri semblait profondément mal à l'aise. « Pas de la meilleure façon. J'ai défendu Martine. Nous avons essayé de contrôler la situation.
En manipulant Louise pour qu'elle doute de Raphaël, devina Claire. Oui, Henri n'essaya pas de nier. Nous avons fait la même chose avec son fiancé avant Raphaël. Charles, fournit Louise, et avec moi et Guillaume aussi, ajouta Camille. J'avais oublié d'inclure Camille et Guillaume dans le voyage. Le texte original dit « Toduno », nous tous. Je vais supposer qu'ils ne sont pas venus à Paris pour cette première rencontre, car le texte ne les mentionne que maintenant. Je vais retirer la ligne de Camille. Otiha. Réalisant l'original. Gustavo et Camila já estavam là. Non, ça c'était pour la confrontation. L'original ne dit pas qui est allé à Paris. Juste estávamos em avião para Paris. Luísa, eu, Helena, Henrique et Regina. Ok. Donc Camille n'est pas là. Je retire sa ligne. Claire hocha la tête, comme si elle recevait la confirmation de quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Certaines choses ne changent jamais, à ce qu'il paraît. Henri regarda sa sœur avec des yeux tristes. Mais certaines changent. Nous essayons. Nous sommes là. Claire laissa échapper un long soupir réfléchi. Quand j'ai reçu votre email, dit-elle en regardant Louise et moi, mon premier instinct a été de refuser. 40 ans, c'est long. J'ai construit ma vie ici, ma famille, ma carrière. Je n'avais pas besoin de rouvrir de vieilles blessures. Pourquoi n'avez-vous pas refusé ? Demandai-je. Elle sourit gentiment mais de manière pénétrante. Parce que j'ai vu votre travail, Raphaël, et celui de Louise. J'ai vu que vous n'êtes pas comme Henri et Martine étaient, comme mes parents l'étaient. J'ai vu que peut-être la famille Lefebvre avait enfin évolué. Elle se leva et se dirigea vers une étagère, d'où elle prit un album photo volumineux. De plus, continua-t-elle, j'ai pensé qu'il était temps que mes neveux et nièces rencontrent leurs cousins. Elle ouvrit l'album, révélant des photos de 2 enfants grandissant à Paris, puis devenant adultes, se mariant, ayant leurs propres enfants. Antoine a 38 ans maintenant. Il est professeur de littérature à la Sorbonne. Sophie en a 35, elle est biologiste marine. Antoine a 2 enfants, Sophie en a 1. Louise passa ses doigts sur les photos émerveillées. Nous avons des cousins à Paris. Hélène a... Ce serait quoi ? Des petits cousins ? De la famille, dit simplement Claire. Ils sont de la famille. Henri ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent librement sur son visage, des années de deuil et de regret trouvant enfin une libération. « Je suis désolé, Claire », sanglota-t-il, revenant à son nom d'enfance. « Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu, d'avoir laissé papa dicter nos vies. Pour tout. » Claire observa son frère un long moment. Puis, lentement, elle tendit la main et toucha son bras. « Je sais, » dit-elle doucement. « Je sais. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était un début. Une ouverture vers quelque chose de nouveau après des décennies de silence. Antoine et Sophie aimeraient vous rencontrer, continua Claire. Ils viendront demain pour le déjeuner si vous le souhaitez. Nous aimerions beaucoup, répondit Louise, me regardant pour confirmation. J'ai hoché la tête en souriant. Une réunion de famille, murmura Martine, comme si elle pouvait à peine y croire. Claire l'étudia un moment. Tu peins toujours, Martine ? Martine sembla surprise par la question. Non, pas depuis des années. Mais tu le voulais, affirma Claire, non comme une question. Martine regarda Henri puis Louise, comme si elle mesurait l'impact de sa réponse. Oui, dit-elle finalement. J'ai toujours voulu. Il n'est jamais trop tard, dit Claire en désignant son atelier. Crois-moi. Quand nous nous sommes quittés ce soir-là, convenant de revenir pour le déjeuner le lendemain, il y avait une légèreté entre nous qui n'existait pas à notre arrivée. Nous n'étions pas une famille guérie, loin de là. Mais nous étions une famille qui affrontait enfin ses vérités, aussi inconfortables soient-elles. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Hélène endormie dans les bras de Louise, Henri marchait silencieusement à mes côtés. Les rues de Paris étaient calmes, baignées dans la lumière dorée des anciens lampadaires. « Merci », dit-il soudainement, « de l'avoir retrouvée, de m'avoir donné une seconde chance avec ma sœur. C'est Louise qui a insisté, répondis-je honnêtement. Mais c'est toi qui nous as montré le chemin, argumenta-t-il. Tu nous as résisté quand nous avons essayé de t'éloigner. Tu as protégé Louise non seulement de nous, mais aussi d'elle-même, pour qu'elle ne devienne pas comme nous. Il s'arrêta, regardant sa fille et sa petite-fille quelques mètres plus loin, parlant doucement avec Martine. « Tu sais pourquoi j'ai toujours eu si peur des artistes ?» demanda-t-il. « Parce que ta sœur s'est enfuie avec un. » Il secoua la tête. « Parce que les artistes voient la vérité. Ils voient à travers les façades que des gens comme moi construisent. Claire a toujours vu qui j'étais vraiment. Pas le fils obéissant que papa voulait, mais un garçon effrayé essayant désespérément de répondre aux attentes.
Et tu as vu à travers Martine et moi dès le premier jour, n'est-ce pas? Je réfléchis à la question d'Henri tout en continuant à marcher. J'ai vu 2 personnes piégées dans un mode de vie qu'elles ne savaient pas comment abandonner, répondis-je finalement, même quand cela leur causait de la douleur, même quand cela blessait ceux que vous aimiez. Il hocha la tête, acceptant mon évaluation sans se défendre, quelque chose qui aurait été impensable quelques années auparavant. Tu sais, je t'enviais, avoua-t-il. Ta liberté, ta capacité à vivre selon tes propres termes, sans te soucier de ce que les autres pensent. Ce n'est pas que je ne m'en soucie pas, corrigeai-je gentiment. C'est que j'ai appris à valoriser les bonnes opinions. Celle de Louise, la mienne. Une leçon que j'ai mis 70 ans à commencer à apprendre, commenta-t-il avec un sourire triste. Le déjeuner du lendemain fut une révélation. Antoine arriva le premier, un homme grand et mince avec le même nez aquilin qu'Henri, mais avec les yeux doux de Claire. Il amena sa femme Margot et leurs enfants, 2 filles de 7 et 9 ans qui furent immédiatement fascinées par Hélène. Sophie arriva peu après, plus petite que son frère, avec les cheveux sombres de son père Pierre, selon Claire, mais avec le sourire indubitable des Lefebvre. Son mari Philippe amena leur fils de 4 ans, un garçon timide qui se cachait derrière les jambes de son père jusqu'à ce qu'Hélène le persuade de jouer avec ses figurines d'animaux, brésiliens de la jungle, que nous avions apportées en cadeau. Au début, il y avait de la gêne, la barrière de la langue. Pas de barrière de langue, ils sont tous français. L'original parlait de langues différentes, des histoires familiales inconnues, le poids de 40 ans de séparation. Mais peu à peu, alors que la nourriture était servie et que le vin coulait, les conversations devinrent plus faciles. Antoine Découvrim-nous avait un amour pour la littérature. Original brasileira. Nouveau, classique. Proust, Camus, lista-t-il. Maman s'est toujours assurée que nous connaissions nos classiques. Sophie, d'un autre côté, avait beaucoup voyagé pour sa recherche marine. La biodiversité de la côte corse est incroyable, expliqua-t-elle à Louise. J'étais à la réserve de Scandola l'année dernière pour étudier les coraux. Mon frère vit près de là, répondit Louise, surprise. Guillaume et Camille ont déménagé en Corse il y a quelques années. Guillaume, Sophie répéta le nom, le testant. Mon autre oncle. Et il a des enfants? Un garçon, Pierre. Il a 9 ans maintenant. Sophie sourit. Je devrais le rencontrer la prochaine fois que j'y serai. Pendant ce temps, Martine s'était rapprochée de Margot qui s'est avérée être conservatrice d'art dans un petit musée parisien. À ma grande surprise, les 2 femmes étaient profondément engagées dans une discussion sur le mouvement. Original, modernista brasileiro. Nouveau, impressionniste. Monet était révolutionnaire, disait Martine avec enthousiasme. Sa façon de capturer l'expérience de la lumière, la vie rurale. Henri observait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'admiration et de tristesse, comme s'il voyait un aperçu de la femme qu'elle aurait pu être si elle avait suivi sa passion. Claire capta son regard et s'assit à côté de son frère. « Il n'est jamais trop tard, Henri, » dit-elle doucement, « pour aucun de nous. » À la fin de l'après-midi, alors que le repas était terminé et que les enfants jouaient dans le petit jardin à l'arrière de la galerie, Antoine proposa un toast. « À la famille, dit-il, levant son verre. Perdu et retrouvé. À la famille, avons-nous tous convenu. Plus tard, alors que j'aidais Claire à faire la vaisselle, malgré ses protestations, j'ai trouvé un moment pour poser la question qui me trottait dans la tête depuis le début. « Les avez-vous pardonnés ?» demandai-je. Henri, vos parents. Pour ce qu'ils ont fait. Claire réfléchit un moment, ses mains immobiles dans l'eau savonneuse. « Le pardon, c'est compliqué, » répondit-elle finalement. « Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Certains jours, j'ai l'impression de leur avoir complètement pardonné. D'autres jours, la colère est toujours là. » Elle s'essuya les mains et se tourna vers moi. « Mais j'ai choisi de ne pas être définie par cette colère. J'ai choisi de construire une vie pleine d'amour et de beauté. Et pour moi, c'était la plus grande victoire. » De retour à Lyon, quelque chose avait changé dans notre dynamique familiale. De petites choses au début. Martine se remit à peindre, installant un petit atelier dans la chambre d'amis. Henri réduisit ses heures à la banque, consacrant plus de temps à sa nouvelle passion pour la photographie de nature. Plus significativement, ils cessèrent d'interférer dans la vie de leurs enfants. Lorsque Guillaume et Camille annoncèrent qu'ils envisageaient de déménager de façon permanente pour un projet de conservation marine en Corse, Henri offrit son soutien au lieu d'essayer de les en dissuader. « La vie est trop courte pour vivre les rêves de quelqu'un d'autre, » dit-il,
un sentiment qui aurait été impensable quelques années auparavant. Pour notre anniversaire de mariage, 6 mois après notre voyage à Paris, Martine et Henri nous ont surpris avec un cadeau inattendu, 2 billets d'avion pour la France. Non pour Paris, ils sont déjà en France. Claire organise une grande exposition rétrospective, expliqua Martine. Elle veut que tu la photographies, Raphaël, pour un livre qu'il publie sur son travail. Et Hélène, demandai-je, sachant que nous avions des cours et des engagements. Nous nous occuperons d'elle, répondit Henri, si vous nous faites confiance. Louise et moi avons échangé un regard. Quelques années auparavant, l'idée de laisser Hélène aux soins de ses grands-parents pendant 2 semaines aurait été impensable. Maintenant, cela semblait possible. Merci, dit Louise, serrant ses parents dans ses bras. Nous vous faisons confiance. Antoine et Sophie sont venus à Lyon ce Noël-là avec leurs enfants. C'était la première fois que Claire revenait dans sa ville natale en plus de 40 ans. Elle pleura lorsque l'avion atterrit, tenant les mains de ses enfants. « Bon retour parmi nous », dit simplement Henri lorsque nous l'accueillîmes à l'aéroport. « Je suis nerveuse », me confia Claire plus tard, alors que nous nous dirigions vers l'ancienne maison familiale près de Lyon, maintenant convertie en centre culturel. Et si je ne reconnais rien? Et si tout ce que j'ai peint de mémoire pendant toutes ces années est faux? Alors tu as créé quelque chose de nouveau, répondis-je. Quelque chose qui est vrai d'une manière différente. Elle sourit, me serrant le bras. Tu es sage, mon neveu. La maison était différente, bien sûr, restaurée, repeinte, adaptée à son nouveau but. Mais lorsque Claire se tint à l'entrée, regardant le grand escalier central, elle eut le souffle coupé. « C'est exactement comme dans mes souvenirs », murmura-t-elle. « Comme dans mes rêves. » Alors que nous marchions dans les couloirs, Claire racontait des histoires. Certaines qu'Henri confirmait en riant, d'autres qu'il écoutait avec surprise, des lacunes dans ses propres souvenirs étant comblées par la perspective de sa sœur. Martine, à la surprise générale, avait organisé une petite exposition au centre culturel. Ses propres peintures, créées dans les mois suivant notre voyage à Paris. Ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre techniques, mais elles étaient sincères, émotives, pleines de couleurs et de lumière qui reflétaient une nouvelle liberté dans son expression. « Martine !» dit Claire en admirant l'étoile. « Elles sont merveilleuses. Elles sont amateurs, » répondit Martine en rougissant. « Je ne fais que commencer. » À nouveau. « Mais tu as commencé, » répondit Claire. « C'est la partie la plus importante. » La veille de Noël, notre maison était pleine. Guillaume et Camille, avec Pierre, Henri et Martine, Claire et ses enfants, petits-enfants, conjoints. C'était bruyant, parfois chaotique, avec des conversations en français, original, portugais, français et anglais. Nouveau, juste en français, se mélangeant. J'observais Henri dans un coin, tenant son plus jeune petit-fils, le bébé de Sophie. Son visage était doux, contemplatif. « À quoi penses-tu » demandai-je en m'asseyant à côté de lui. « À quel point les choses auraient pu être différentes » répondit-il. « Si j'avais soutenu Claire, comme tu as soutenu Louise, si j'avais eu le courage d'affronter mon père. Nous ne pouvons pas changer le passé, commentai-je. Non, acquiesça-t-il, mais nous pouvons apprendre de lui. Il sourit au bébé dans ses bras, et nous pouvons faire mieux avec les nouvelles générations. » Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que la maison soit silencieuse, Louise et moi nous sommes assis sur notre balcon comme tant de fois auparavant. Hélène dormait paisiblement, épuisée après une journée à jouer avec ses cousins parisiens. « Qui l'eût cru ?» murmura Louise, posant sa tête sur mon épaule. « Qu'un verre de kir empoisonné nous amènerait ici. » Je ris doucement. Ce n'était pas le poison. C'est ce que nous avons fait après. Elle hocha la tête pensive. La vérité. L'affronter, peu importe à quel point elle était douloureuse. Et le refus de laisser les autres définir qui nous sommes, ajoutai-je. Qui nous devrions être. Louise entrelaça ses doigts dans les miens. Tu sais à quoi je pense parfois? Que si mes parents avaient été différents, plus tolérants, moins contrôlants, nous n'aurions jamais découvert à quel point nous étions forts ensemble. Alors peut-être devrions-nous les remercier, suggérai-je avec un sourire ironique. Peut-être, acquiesça-t-elle, me rendant mon sourire. Mais n'exagérons rien. Des années plus tard, quand Hélène avait 10 ans, elle trouva un vieil album photo dans le grenier. Des images du dîner d'anniversaire de Martine, de cette soirée fatidique où tout a commencé à changer. « Papa » demanda-t-elle en m'apportant l'album. « Pourquoi mamie te regarde-t-elle si étrangement sur cette photo ?» Je regardais l'image. Martine m'observant intensément alors que je tenais un verre,
Henri distrait à l'arrière-plan. Le moment capturé juste quelques minutes avant l'échange qui allait modifier le cours de nos vies pour toujours. « C'est une longue histoire, ma chérie, » répondis-je, passant un bras autour de ses épaules. « Une histoire de famille, et comment parfois nous avons besoin de perdre quelque chose pour vraiment le trouver. »« Comme grand-tante Claire ?» demanda-t-elle. « Exactement comme grand-tante Claire, acquiesçai-je. Et comme tes grands-parents, qui ont appris qu'aimer quelqu'un signifie le laisser être qui il est vraiment, pas qui vous voulez qu'il soit. » Hélène hocha la tête, avec la sagesse simple mais profonde de la jeunesse. « Comme toi et maman faites avec moi. »« Nous essayons, » répondis-je en lui embrassant le sommet de la tête. « Chaque jour, nous essayons. » Ce soir-là, en rangeant l'album, je trouvais une note cachée entre ses pages, une écriture que je reconnus comme celle de Martine, bien que plus tremblante que d'habitude. « Raphaël, disait-elle, je ne t'ai jamais remercié convenablement pour ce que tu as fait pour notre famille, pour avoir tenu bon quand nous avons essayé de t'éloigner, pour nous avoir ramené Claire, pour nous avoir appris à Henri et à moi que le contrôle n'est pas de l'amour, que les artistes ne sont pas des gens à craindre, mais à écouter. Merci d'avoir vu la vérité quand nous ne le pouvions pas. » Avec gratitude, Martine. Je gardais la note, touché par cette reconnaissance inattendue. Ce n'était pas une histoire parfaite. Nos relations avaient encore leurs moments difficiles, leurs tensions. Martine pouvait encore être contrôlante. Henri pouvait encore être critique. Mais nous avions trouvé un chemin à travers le labyrinthe, du ressentiment familial vers quelque chose de plus sain, de plus vrai. Et au centre de tout cela se trouvait ce moment de décision, quand j'ai pris ce verre trafiqué et fait un choix. Non pas pour répondre à la manipulation par la manipulation, mais pour finalement mettre en lumière la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui guérit vraiment, non pas le temps, non pas l'oubli, mais la volonté de voir et d'être vu, de reconnaître nos défauts et de choisir quand même l'amour, encore et encore, jour après jour. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de la famille Lefebvre vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus, nous attendons vos commentaires.